Des matières souples, des couleurs vives, des formes fluides, un air de déjà-vu et pourtant ce défilé affiche un caractère exceptionnel. C'était à Madrid en juin dernier. Son nom, Moda Sin Tóxicos, comprenait la mode sans toxique. À l'origine de cette idée, cet homme, Yannick Vicaire, un militant français de Greenpeace qui fait du lobbying en Europe pour faire disparaître les produits chimiques de notre quotidien. Exemple, ces chaussures brillent et pourtant elles ne contiennent pas de chrome, si souvent utilisé. Ces chaussures en cuir sont sans trace de chrome. Alors, le chrome est une substance qu'on retrouve très répandue dans le tannage du cuir. Ce chrome est cancérigène, quoi. Dans l'habillement, les boutons sont la plupart du temps en phtalate, produit qui sert aussi à assouplir certains imprimés. Là encore, on s'en dispense. Ces phtalates sont impliqués dans des problèmes de troubles de la reproduction, de fertilité, testicules mal descendus chez les enfants, et ce sont un des polluants environnementaux les plus répandus à l'heure actuelle. Pour ce défilé, tous les pigments sont naturels, à la différence des teintures habituelles qui contiennent souvent du plomb ou du nickel. Le plomb est capable de provoquer d'importants retards de développement chez les enfants. Le nickel pose aussi des problèmes de santé graves comme cancer du poumon et des allergies qui peuvent vraiment vous gâcher la vie, quoi. Il s'agit là d'illustrer le fait qu'on peut créer des produits de consommation qui respectent des normes sanitaires plus strictes et enrayer ce phénomène de maladies chroniques qui sont en pleine explosion à l'heure d'aujourd'hui. Et pourtant, les solutions existent dans tous les domaines de la consommation quotidienne. De l'habillement à l'habitat, en passant par la nourriture, nous sommes allés dénicher ces petits trucs qui déjà peuvent nous offrir un quotidien plus sain pour profiter d'une vie sans toxiques. Carmen March fait partie des stylistes venus présenter leur création au défilé Mode sans toxique. Elle nous conduit à son atelier de confection dans Madrid. Amoureuse des matières naturelles, il y a encore quelques mois, elle n'imaginait même pas que des polluants invisibles puissent faire partie de sa collection. Jusqu'à ce jour où elle a passé ses vêtements au microscope. Quand j'ai acheté mes tissus, je regardais la composition, alors je voyais avec coton, soie, lin, je disais bon, moi j'utilise des tissus absolument naturels. Mais quand ils ont envoyé tous les résultats des analyses, j'ai vu qu'il y avait tellement de choses qui ne viennent pas dans la composition officielle. Par exemple, il y a 2 ou 3 tissus que je ne peux pas utiliser par exemple pour faire des vêtements de bébé parce qu'ils ont trop de formaldéhyde et c'est très toxique. Maman, depuis 4 ans, elle est maintenant particulièrement sensible à la composition des tissus qu'elle utilise. Mais décrypter les étiquetages tient du parcours du combattant. L'étiquette sans l'éthique, impossible de lire entre les lignes. Quand je téléphone les compagnies qui fabriquent, ils ne me donnent pas vraiment la composition. Ils me disent non, mais vous avez la composition dans l'étiquette, ils me racontent. Mais non, mais moi je veux une analyse concrète de tous les produits chimiques. Ils ne donnent pas ça. Ce qui met dans la petite étiquette n'est pas 100% vrai. Il manque de l'information. Et pour obtenir l'information, il faut remonter à la source du produit. Nous décidons de nous intéresser au coton. Nous voici en Inde, 2e pays producteur de coton biologique. Nous passons le fleuve sacré Narmada qui irrigue les terres du Madhya Pradesh. Province située à 1500 km au nord-est de Bombay, en plein cœur de l'Inde. Ici, 5000 fermiers produisent du coton sans chimie contre la logique la plus répandue. Le coton conventionnel représente en effet moins de 3% de la superficie cultivée sur notre planète, mais il engloutit 15% de la totalité des pesticides. La majorité des paysans n'imaginent même pas qu'une autre façon de faire existe. Ici, ni engrais ni pesticides. Nous nous rendons dans cette ferme modèle où les toxiques sont bannis.
Rajiv Barua, anthropologue de formation, nous accueille et nous guide. Il dirige ce centre où les fermiers volontaires viennent apprendre comment cultiver de façon biologique. Sur 50 hectares de culture, chacun se forme à la même méthode, pérenniser la fertilité du sol. Rajiv nous montre un exemple surprenant. Voici une des préparations venant de la biodynamie. En fait, un exercice pratique pour ces fermiers qui malaxent de la bouse de vache et l'introduisent dans ces cornes d'animaux avant de les enterrer. Cette préparation va se transformer en un formidable humus dans les 3 mois. Ensuite, cela peut être utilisé par les fermiers en petites doses dans leurs champs. Nous, ce qu'on veut, c'est que les fermiers suivent cet exemple. Pas à cause de nos lubies, mais tout simplement parce que nous, on est convaincus et parce que eux, ils peuvent voir de leurs yeux les résultats. En route pour nous rendre chez un de ces fermiers convertis au bio. Ce jour-là, nous retrouvons aussi le directeur textile d'une enseigne française, car cette chaîne de grands magasins achète ici son coton biologique. L'accueil se passe dans la plus pure tradition indienne. Le fermier et sa famille semblent honorés. Tous ne parlent qu'en hindi. Aidés par Rajiv, on nous montre que les méthodes sont bien appliquées. Compost produit sur place et assolement, c'est-à-dire l'obligation d'alterner les cultures pour éviter l'épuisement des sols. Ici, la plante permet 3 récoltes étalées de novembre à février, contrairement au coton traité chimiquement qui lui ne produit qu'une seule fois. Et la différence se voit. En ce moment, c'est la pleine éclosion. Et le coton me semble beaucoup plus blanc. Le toucher est agréable et soyeux, et la quantité sur chaque pied est supérieure. Ce qui est passionnant de voir, c'est que même biologique, on arrive à des qualités vraiment excellentes de coton. Avec des fibres longues, on le voit. Plus il est long, plus il est de qualité bonne. Écologique et éthique, puisque ce coton-là permet à Dolat Gulab, le fermier, d'améliorer largement ses conditions de vie, ce qui l'aide maintenant à mieux envisager l'avenir. La ferme biologique ne me coûte pas aussi cher. On économise sur les pesticides, les fertilisants et autres produits chimiques. Nous ne sommes plus endettés. Je gagne d'ailleurs 30% de plus qu'avant. Et c'est bien pour améliorer les conditions de vie des fermiers que Patrick Homan, un Suisse ingénieur textile, a fondé la ferme modèle avec Rajiv il y a 15 ans. Ils ont d'ailleurs créé un label pour la filière textile, le label Bioré, l'équivalent de Max Havelaar dans l'alimentaire. Une référence qui exige un contrôle de toute la filière textile, de l'écologie au social, un moyen surtout d'éviter des drames. Il y a eu 100 000 suicides dans les Indes. C'est un chiffre qui est pour nous énorme. Dû à quoi? Surtout au fait que les fermiers n'arrivaient plus à payer leurs dettes et se sont suicidés. Oui. Et les dettes, c'est surtout pour les produits, les pesticides, les engrais? C'est pour les pesticides, les engrais. En fin de compte, c'est terrible. Tandis qu'avec l'agriculture biologique, tout notre projet ici est de réduire la vulnérabilité du fermier. Bioré s'engage en effet auprès du fermier à lui acheter son coton sur 5 ans et lui verse une avance sur sa récolte pour éviter qu'il ne s'endette. Après la récolte, tout le coton biologique de la région arrive ici dans l'usine d'égrainage, propriété de Bioré. Là, le coton est encore contrôlé. Et si la qualité est bonne, il est payé aux fermiers 15% plus cher que le cours mondial. Ensuite, la matière première prend la direction de l'usine en passant par ces aspirateurs géants. Là, Rajiv nous sert toujours de guide. Il montre aussi la transformation du produit au directeur du marketing et du développement durable de l'enseigne de distribution française. Lui aussi a bien noté l'envolée du bio dans le vêtement. Plus c'est propre, plus ça fait vendre.
Ce qui est vrai, c'est qu'on a constaté depuis 3-4 ans que le bio a des progressions qui sont nettement supérieures aux produits traditionnels. Les produits bio progressent de 20%, même sur 2006, ça s'est encore accéléré dû au fait qu'on a augmenté notre nombre de références. Ça y est, la graine est séparée du coton, il est prêt à être tissé. Le filage, la teinture, le tissage, tout sera encore surveillé à la loupe pour respecter jusqu'au bout le procédé biologique. Ces balles voyageront d'abord par bateau jusqu'au Maroc pour y être transformées, là encore sans adjonction de produits chimiques. Avant d'arriver finalement ici dans la réserve de ce magasin parisien sous forme de vêtements. Voilà, ça c'est nos t-shirts. Bon, ben on va les monter. Installation bien en évidence au milieu des rayons. Et pour que la clientèle ne s'y trompe pas, des pancartes informent sur la provenance du produit, à la fois sur son côté biologique et équitable. La différence de prix, tout juste 10% plus cher. On a trop joué sur le côté biologique et pas assez sur le côté équitable. Ce sont des produits porteurs qui effectivement marchent très bien, mais je ne peux pas vous dire si c'est le produit ou si c'est le fait que ce soit biologique. Ce que je sais, c'est que plus j'en vends, plus j'informe nos clients. Ça veut donc dire que le côté bio peut être aussi déclencheur d'achat. Le bio participe. Sans doute, il doit participer. D'accord ? Mais soyons clairs, on n'en est malheureusement pas encore aujourd'hui à « tiens, j'ai envie d'un t-shirt et forcément il sera bio ». On peut s'habiller avec des vêtements sans toxiques, mais peut-on habiter dans des maisons saines ? On sait depuis peu que le danger est aussi sous nos toits. Présent dans les mousses isolantes, les colles, les vernis et la plupart des bois agglomérés et contreplaqués, pour le formaldéhyde par exemple, les teneurs moyennes sont 9 fois plus élevées dans nos logements que dehors. Aucune odeur particulière n'éveille nos soupçons et pourtant, le formaldéhyde est reconnu comme hautement cancérigène. Là aussi, des matériaux dits naturels viennent se substituer aux produits toxiques présents dans nos maisons. Bienvenue dans le Trièves, à une quarantaine de kilomètres au sud de Grenoble. Là, niché dans la verdure, un domaine appelé Terre Vivante dans lequel nous guide ce spécialiste de l'habitat écologique. Un centre au pied du Vercors qui accueille chaque année près de 25 000 visiteurs curieux de connaître les solutions saines pour leur maison. Alors on a ici par exemple du panneau en fibre de lin qui provient d'une culture écologique, c'est-à-dire qui utilise très peu d'intrants, engrais, pesticides. Ici on a du roseau, un peu rustique mais tout aussi efficace. Ici on a par contre un isolant un petit peu plus sophistiqué, du liège expansé. Autant de solutions pour mieux échapper aux dizaines de substances dangereuses les plus fréquemment rencontrées chez soi. On a mis un peu n'importe quoi dans nos maisons. On a utilisé des matériaux toxiques parfois. Il y a l'exemple de l'amiante, mais il y en a plein d'autres. Les composés organiques volatiles, des peintures, des colles. Tous ces produits finissent par empoisonner l'air intérieur de nos maisons. En plus, on les calfeutre de plus en plus pour être bien isolés. Et donc, on a des problèmes de santé qui peuvent devenir graves. Et beaucoup de gens y sont sensibilisés et viennent à l'habitat écologique pour ça. Déjà, les 3 petits cochons avaient bien réfléchi avant de trouver des solutions. Petite révélation, la maison en paille existe en vrai. Urbain et Isabelle réalisent leur rêve. Et on peut mettre de la terre dessus, quoi. Là, il y aura les couvre-joints à l'extérieur. Depuis un an, ils fabriquent leur propre maison en paille. En fait, une structure en bois dans laquelle se superposent des ballots de paille. Le tout recouvert d'un enduit qui laisserait presque croire à un crépi moderne. Il n'y a rien de chimique puisque c'est la terre du sous-sol. On a la chance d'avoir un terrain très argileux que l'on a mélangé à du sable. Et de la paille que l'on a réduit. On a haché de la paille, d'ailleurs on le voit à certains endroits, on est passé à la tondeuse 50 fois dessus. Ça fait des particules très courtes et ça, en le malaxant à la terre et au sable, ça nous a permis d'obtenir cet enduit. N'étant pas originaire de cette région du Trièves, le couple a aussi trouvé dans la maison un moyen d'intégration. Il y a une certaine authenticité.
un certain mode de vie, une certaine envie d'être proche de la nature, d'être en harmonie dans son environnement. Un an de travaux quotidiens, 2 niveaux de 110 mètres carrés habitables, la maison revient finalement à 150 000 €. L'argile a remplacé le ciment, la paille l'isolant. Le bilan économique et écologique semble positif. Il y a une histoire de coût de fabrication, parce que la paille, on l'achète aux paysans et on l'achète pas aux négociants, donc les coûts ne sont pas les mêmes. Il y a une histoire aussi d'écologie. C'est vrai que ces matériaux sont entièrement recyclables. Il y a très peu de transport. Hein. La paille, elle vient des champs qui sont là derrière, à 300 mètres. La terre, elle vient d'ici. A priori, pas d'étonnement pour la maison en briques. La voici. Et pourtant, regardez bien, Rémi Bachet, lui aussi installé dans le Trièves, va nous réaliser un tour de force incroyable. Porter cette grosse brique dont est faite sa maison sans aucun effort et pour cause, elle est en chanvre, donc très légère. Ah, vous voyez, je le porte déjà depuis quelques minutes, donc ça se porte plutôt bien. Donc c'est un matériau qui contient de l'air et c'est le fait d'avoir de l'air emprisonné qui donne sa qualité isolante. Pour nous chauffer, par exemple, on a un simple poêle à bois, ce qu'on appelle un poêle turbo qui nous a coûté 1 000 € pour une maison qui fait à peu près sur 2 étages 150 mètres carrés. On consomme 7 à 8 stères de bois par an et vous voyez, on récupère largement le petit surcoût qu'on a eu au départ. Soit tout juste 700 € de chauffage annuel pour une maison qui aura coûté 15% de plus qu'une construction classique. Également connu pour une toute autre application sous le nom de cannabis, le chanvre se cultive entre autres en France et nécessite peu d'eau. Il se passe aussi très bien de désherbants chimiques, d'engrais ou de pesticides. Ces copeaux sont mélangés à de la chaux pour en faire des briques. Encore plus incroyable, même le grand méchant loup n'aurait osé en rêver. Voici cette fois la maison en papier. Une ossature en bois sur laquelle viennent s'agrafer, de part et d'autre, de grandes feuilles en papier renforcées. Et pour remplir le vide laissé derrière, rien de plus simple, une petite encoche pour y insuffler du papier réduit en poudre, de la ouate de cellulose. C'est du papier qui a été déchiqueté et qui est chargé en sel de bore pour le protéger contre le feu et éviter toute arrivée de bébêtes qui puissent le manger. Et voici concrètement avec quoi se fait le remplissage des murs. Une isolation thermique et phonique sans toxique. C'est du papier journal en fait. Hein. C'est un énorme avantage, c'est du réemploi. Tout autre matériau d'isolation va être vraiment de la production. Là, on a un réemploi. Donc, pas besoin de produire un nouveau matériau, juste en recycler un déjà existant. Pour le propriétaire, la motivation est là encore écologique autant qu'économique. C'est quand même pas mal quoi, de vivre dans un environnement où on dort et où on se réveille le matin sans éternuer en permanence. La superficie habitable totale, c'est 115 mètres carrés. Pour un prix d'environ 100 000 €, sans terrain, et en excluant ma propre main-d'œuvre dans le projet de construction. Un bardage en bois protégera ensuite les murs extérieurs. Des projets toujours plus proches de la nature pour mieux s'éloigner d'une logique industrielle polluante. À contre-courant d'une pensée unique, cet homme, lui, préfère laisser parler la nature et il l'écoute. Benoît Barterotte a construit sa première cabane en bois il y a plus de 20 ans ici au Cap Ferret. Il revendique la non-utilisation absolue de pesticides, de fongicides et autres traitements chimiques pour le bois. Et le vieillissement de ces matériaux ne laisse apparaître aucune ride ni aucune attaque aux insectes. Regardez un meuble du 18e, il devient de plus en plus beau et on le traitait pas. Alors il va prendre une couleur miel plus foncée, etc. La fibre apparente va se creuser progressivement. Le temps caresse ce qui est bien fait et qui est naturel. Voilà. Et pourtant, sa bâtisse n'est pas faite en bois précieux, mais tout simplement en pin des Landes, plus souvent utilisé pour la pâte à papier que pour la construction. Pour
Pour lui, pas de secret, il faut observer la nature et faire avec, sans vouloir la contraindre avec des produits. La toile toute simple. Par exemple, pour l'isolation, 2 épaisseurs de bois pour que la maison respire et ses occupants aussi. Et là, il y a une épaisseur de bois de 6 cm. 6 cm d'épaisseur de pin. C'est une isolation bien meilleure que si je mettais du polystyrène, du polyane, de la laine de verre, etc. Pourquoi? Parce que ça respire. C'est comme une barrique dans laquelle vous mettez le vin. Vous n'auriez pas l'idée de la plastifier. L'échange avec l'extérieur ne serait pas bon. Ici, on n'a pas de la buée en permanence sur les vitres. Quand vous avez de la buée partout sur les vitres, vous en avez aussi dans les poumons. C'est pas sain. Il faut que ça respire, mais que ça respire de manière harmonieuse et douce. Là, le meilleur exemple, c'est la paillasse de la cuisine. Regardez comment devient le bois après 10 ans, et c'est du pain. Qu'est-ce qu'il y a eu dessus? Rien. De l'eau, de la lessive, de l'eau de javel. Ça ne fait que l'améliorer. Je ne mets aucun produit dessus. Aucun. Il ne faut pas oublier qu'autrefois, les planches à lessiver étaient en bois. Et c'était du bois sans rien dessus. Et les lingères les gardaient pendant 40 ans, leurs planches à lessiver. Martin et Adrien, 2 des fils de Benoît Barterotte, s'inspirent de l'exemple de leur père. Mais eux en font maintenant leur métier. Ils ont créé leur entreprise de construction de maisons sur mesure. À présent, ils marchent dans les pas de leur père et suivent le chemin tracé par lui. Aujourd'hui, ils sont fiers de nous montrer leur dernière création. Une bâtisse de 250 mètres carrés au bord du bassin d'Arcachon. Toutes les pièces de bois de la structure sont chevillées. Les planches, juste cloutées. Aucune colle n'est utilisée. Le montage ne doit rien au hasard. Si on veut du bois, il faut admettre que le bois c'est vivant, que ça travaille, ça bouge un peu. C'est pas comme le plastique ou le béton qui est figé. Tous les bois sont mis dans le sens où ils ont poussé, donc on peut observer les nœuds, ils sont toujours vers le ciel, puisque l'arbre a poussé dans ce sens, que ce soit pour la charpente ou pour les planches, et le cœur au soleil. La planche en séchant, elle va plus plaquer comme ça que se soulever et arracher les clous. Les Barterotte savent exactement comment le bois se comporte. Donc c'est du temps à observer tout. Et ils en tiennent compte dans le montage. C'est pour cela qu'ils montent leur maison en fonction des déformations à venir. Donc pas besoin pour eux de badigeonner le bois avec des produits qui le figeraient comme une matière inerte. Et pour chasser les insectes, là aussi la solution est dans l'observation de la nature. Plutôt que de les repousser avec des produits, autant tout faire pour ne pas les attirer. L'air circule dans tous les murs, qu'il y a une ventilation qui se mouille pas trop. Pas d'obscurité. Le termite, par exemple, aime l'obscurité. Il aime l'humidité, il aime l'obscurité. Si tout est visible comme ça, il ne va pas y aller. Il va choisir d'aller ailleurs. Il n'aime pas ça. En fait, de nombreuses réponses se trouvent inscrites sous nos yeux dans la nature. Benoît Barterotte prend juste un peu de hauteur pour observer avant d'agir. Démonstration concrète sur l'inutilité des peintures chimiques. Faites l'expérience. Prenez un morceau de bois, laissez-le à l'air libre. Prenez le même morceau de bois, mettez-le dans un sac en plastique transparent. Vous les mettez dehors, dans la nature. Vous allez voir, celui qui est dans le sac en plastique, il va pourrir à toute vitesse, et celui qui est à l'air libre, il va vivre parfaitement sa vie. Comment vous l'expliquez? Si vous l'avez peint de tous les côtés, c'est exactement comme si vous l'aviez mis dans le sac en plastique. Voilà, c'est-à-dire vous l'avez flingué. Moralité, il faut ouvrir les yeux sur notre environnement et ne pas nous laisser embarquer par des habitudes de consommation. Aujourd'hui, c'est jour de vendange au château Lagarette. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres au sud de Bordeaux et ce raisin-là ne se ramasse qu'à la main. Yvon et Olympe Mainviel refusent l'utilisation de tout produit phytosanitaire ou chimique. C'est selon eux une question de respect de l'environnement, mais aussi du consommateur. Le consommateur, c'est pas simplement un porte-monnaie qui s'ouvre. C'est un homme avec sa santé, avec ses besoins, et il est tout à fait possible de le nourrir avec des produits sains. Et derrière la vigne, le sol reste couvert de mauvaises herbes, en fait des plantes qui ont leur utilité.
Cette biodiversité évite le recours aux engrais et aux pesticides. Ça oblige la vigne à aller chercher plus loin, disons, sa nourriture. La pire des choses quand on met des engrais, c'est de rendre moins travailleuses, on va dire, les racines de la vigne. Elles deviennent un peu paresseuses, elles cherchent par le haut ce qu'elles devraient normalement chercher par le bas. Le seul traitement que reçoit la vigne est fait maison. Aujourd'hui au menu, soupe d'ortie et bouillon de prêle, légèrement pulvérisé pour doper le moral du vignoble. Les autres viticulteurs, ils préfèrent utiliser des produits chimiques. C'est moins compliqué parce que l'ortie, il faut la ramasser, il faut la laisser, il faut la surveiller, il faut remuer. C'est beaucoup de travail. C'est tellement plus facile de mettre des produits chimiques dans le truc, ça y est, hein, voilà. Mais c'est pas naturel. Des produits naturels non homologués par les autorités sanitaires, donc le purin d'ortie est même jugé hors la loi. Habituellement, le sulfite, lui, vient empêcher le système bactérien de se développer dans le vin. Ici, le taux atteint tout juste 6 mg par bouteille, alors que d'autres vins atteignent allègrement les 300 mg. Yvon Mainviel se met à rêver et aimerait fabriquer du vin sans sulfite, aussi appelé SO2. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la santé du consommateur. Or, le SO2 détruit les neurones. Ça, on le sait ou on ne le sait pas, mais quand vous avez mal à la tête après avoir bu certains vins blancs ou certains rosés, c'est pas parce que vous avez abusé du rosé ou du vin blanc. C'est parce que le SO2, quelque part, s'est mis au travail. Et ce travail-là est un travail de destruction. Et chez les Mainviel, on résiste facilement à la tentation de mettre l'un des 300 produits chimiques disponibles pour modifier le goût, la couleur du vin, ou même donner certains parfums. Et pour remplacer les levures chimiques, ce raisin blanc fermenté est ajouté à la cuve pour lancer la vinification. Le produit fini peut alors s'appeler vin biologique. Un exemple parmi tant d'autres de ce qui peut se faire de sain pour notre alimentation. Je pense qu'il faudrait un petit peu l'aérer avant de le mettre en bouteille. Au niveau artisanal, le bio semble possible, mais quand il s'agit de produire à grande échelle, là, les choses se compliquent. Est-il possible pour les industriels de produire propre et rentable ? Nous retrouvons en Chine, à Canton, Pierre-André Sénizergue, un Français de 43 ans. Ici, dans l'un des pays les plus pollués, pour lui, être soucieux de la planète n'empêche pas de faire des affaires. Depuis 20 ans, ce qui le fait avancer plus que ses pieds, ce sont ses chaussures. Champion du monde de skateboard en 85, cet ex-banlieusard, originaire de l'Haye-les-Roses au sud de Paris, décide alors de se lancer aux États-Unis dans la conception de chaussures pour les skateurs. À l'époque, il réalise l'importance de l'écologie. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'en fait, on polluait beaucoup avec la production, donc il fallait faire quelque chose. Et j'ai pris conscience, en fait, simplement qu'il fallait changer la façon de faire les chaussures. 20 ans et 100 millions de paires de chaussures plus tard, il exporte ses produits dans 70 pays dans le monde et affiche un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions d'euros. Aujourd'hui, il visite l'une des usines qui fabrique pour lui ses chaussures avec des méthodes propres. Le patron est accueilli dignement. Sa marque rivalise avec les numéros 1 mondiaux de la chaussure de sport. Mais sa collection de 300 modèles ne lui suffit pas. En tant qu'industriel, il a l'ambition de donner des leçons d'écologie aux Chinois. Comme j'ai une influence sur la fabrication des chaussures, j'essaie d'influencer les usines en Chine pour leur donner la bonne direction. Visite des ateliers. Voici la machine à encoller. Le patron de l'usine est fier de montrer l'une des grandes originalités écologiques dans la fabrication de la colle à l'eau. Il n'y a pas de solvant. Pas de solvant, c'est juste de l'eau et de la résine, c'est ça? Oui, oui. Voici la colle à l'eau, sentez-la. Pierre-André en boirait, il en sourit. Eau plus résine, un procédé inhabituel. Puisque dans l'industrie classique, les solvants dérivés du pétrole constituent la base de la colle. On n'utilise pas de pétrole.
Donc ça permet de limiter le dioxyde de carbone qui s'émet dans l'air. Et donc c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour l'humanité, c'est mieux pour tout le monde. Et l'application sur les chaussures ne génère plus d'émanations toxiques. Plus besoin ni de masques ni de gants pour les ouvriers. C'est beaucoup plus difficile à appliquer qu'avec une colle à base de solvant. Mais je me sens tellement mieux, je n'ai plus de maux de tête, car en plus ça dégage une odeur de fraîcheur. Et avant l'assemblage final de la chaussure, il faut retirer les différentes coulures. Là encore, c'est l'eau qui sert de nettoyant. De façon traditionnelle, les usines utilisent des solvants comme le white spirit ou l'essence par exemple. Mais ça peut être nettoyé simplement à l'eau. Donc il faut juste simplement avoir une brosse à dents, pousser un peu plus avec la brosse à dents pour nettoyer ça. Un peu d'eau et beaucoup d'huile de coude. La main-d'œuvre ici est près de 20 fois moins chère qu'en France. Cette usine emploie 1200 personnes pour un salaire minimum d'à peine 70 € par mois. Économique et écologique, puisque rien ne se perd, tout se recycle. Par exemple, les semelles intérieures sont composées d'anciennes bouteilles en plastique. Du polyester, un matériau chimique polluant, mais qui intéresse Pierre-André parce qu'il n'est pas biodégradable. Si on ne recycle pas le papier, ça va partir dans la nature et en fait ça se décompose facilement. Alors que par exemple le polyester, si on le met dans la nature, ça ne se décompose pas. Donc c'est pas bon pour la nature. Donc la meilleure façon d'être proche de la nature, c'est de recycler ce qui est inrecyclable. Je préfère l'avoir sous les pieds que sous la terre. Et les semelles extérieures, elles, sont faites de caoutchouc et de pneus recyclés. Même logique pour les cartons d'expédition. Avec 7 millions de paires de chaussures commercialisées par an à travers le monde, la seule colle à l'eau permet déjà d'afficher un bilan écologique très positif. Aujourd'hui, dans le groupe, on économise à peu près 167 tonnes par an de solvants à base de pétrole. Ça évite que ça s'évapore dans l'air. Et quand on aura complètement converti notre chaîne industrielle, là, l'économie dépassera largement 450 tonnes par an. Et vous pensez qu'aujourd'hui, toutes les compagnies pourraient en faire autant ? Très facilement. Et je pense que l'une des raisons principales pour que les gens n'y viennent pas, c'est parce qu'ils n'imaginent pas à quel point c'est facile. La plupart n'aiment pas le changement. Et dans ses bureaux de canton, Pierre-André Sénizergue reste infatigable. Il dessine un nouveau modèle. Son projet, une chaussure 100% biologique. Je voudrais utiliser ici du coton biologique. Et je veux ajouter des matières comme le chanvre. Et je pense aussi renforcer cet endroit de la chaussure sur le côté avec des bandes de bambou. Rien ne l'arrête. Du bambou pour les chaussures et pourquoi pas pour les vêtements. Pierre-André Sénizergue a l'intention maintenant de défricher un nouveau territoire. Il s'intéresse donc au bambou, tout simplement parce qu'il peut pousser près d'1 mètre par jour et se cultive avec 4 fois moins d'eau que le coton. Il a des vertus naturellement respirantes, antibactériennes et anti-froissement, ce qui le dispense de tous les traitements chimiques. Pierre-André Sénizergue a réussi à chausser propre le consommateur. Il rêve maintenant de l'habiller végétal. Il imagine même des modèles en fibre de bambou. De quoi s'aventurer dans un nouveau créneau peut-être rentable, le moyen aussi de prendre en main son rôle d'industriel et sortir d'une logique qui jusqu'ici fait selon lui plus de mal que de bien. Moi je pense que si on imaginait à très long terme, les gens qui fabriquent et qui en fait polluent la planète, en fait c'est un peu des assassins quelque part. Et donc je pense que c'est un peu extrême ce que je dis forcément, mais c'est un peu un crime contre l'humanité. Donc il faut absolument qu'on renverse cette situation et qu'on devienne des personnes responsables. Et dans ce monde de la consommation à tout va, la machine à produire tourne à plein régime pour répondre à la demande des consommateurs. L'industriel a donc une responsabilité, à lui de montrer une nouvelle voie, d'être un exemple. S'il y a quelque part où on pollue la planète, c'est à partir de la Chine. Donc il faut commencer où la plus grosse partie de la pollution se fait. Je suis un habitant de la planète comme tout le monde, donc il faut faire quelque chose pour la planète. J'espère que je vais pouvoir laisser quelque chose de positif après mon existence. Donc je pense qu'on peut gagner le combat de l'écologie, il n'y a pas de problème.
parce que c'est un combat qui est pour l'humanité. Et je pense que tout le monde est impliqué forcément, donc même les Chinois, même les Européens et même les Américains. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas gagner ce challenge. Nous avons tous une responsabilité dans les différents produits qui nous sont proposés. À chaque fois que le consommateur fait un choix, il indique clairement par son achat s'il préfère une vie avec ou sans toxiques.